Bonjour et bienvenue sur la maïeutique. Alors cette émission n'était pas prévue, mais elle s'est imposée d'elle-même lorsque j'ai découvert des données intéressantes sur les crises économiques qu'ont traversées d'autres pays. Donc j'étais en train de chercher à comprendre comment la France pouvait entrer en crise économique. Et tout naturellement, j'ai étudié les crises économiques qu'ont subies nos voisins. Ce travail m'a permis de découvrir des informations surprenantes, parfois ignorées même par des experts en économie. On entend certains économistes affirmer que la France va bientôt rentrer en crise, et que ça serait même une bonne chose, ça nous obligerait à nous réformer et à rebondir sur de bonnes bases, qu'il vaut mieux une fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Commençons par la Grèce. En ce moment, on entend souvent la comparaison entre la France et la Grèce, surtout depuis que les taux d'emprunt de la France ont dépassé pendant quelques heures ceux de la Grèce. Rappelons que la Grèce était en crise financière en 2010 et que l'Union européenne est intervenue pour la soutenir. Voici un graphique pour mieux illustrer la situation. Tout d'abord, on remarque que de la création de l'euro jusqu'en 2008, les spreads entre les taux d'emprunt des pays de la zone euro étaient quasiment inexistants. Vous le voyez, c'est au début de la courbe. Tous les pays empruntaient au même taux que l'Allemagne. Après 2008, on voit la courbe rouge représentant la Grèce se détacher et atteindre un premier sommet en mai 2010. C'est à ce moment-là que l'Europe est intervenue pour la première fois. Ensuite, entre 2010 et 2012, l'Union européenne a dû intervenir à 3 reprises pour soutenir financièrement la Grèce. Pourquoi les premiers plans d'aide à la Grèce n'ont pas fonctionné? Alors aujourd'hui, plusieurs raisons sont clairement identifiées. Tout d'abord, lors du premier renflouement d'argent par la BCE, les banques qui avaient prêté de l'argent à la Grèce en ont profité pour récupérer toute leur mise. Cela signifie qu'une grande partie de l'argent qui avait été donné pour aider la Grèce n'a pas pu être utilisé pour relancer le pays. Ensuite, on a aussi remarqué que les restrictions imposées par l'Europe étaient trop contraignantes. Et ça a entraîné une récession profonde. Et l'économie grecque, déjà fragilisée, s'est retrouvée dans une spirale descendante. Ça semble incroyable quand on regarde le graphique, mais les taux d'intérêt ont continué à monter pour atteindre des sommets en 2012 de plus de 30%, ce qui rendait impossible tout financement sur les marchés. Enfin, lors du dernier plan de relance, des mesures ont été prises pour effacer plus de 50% de la dette grecque, qui était détenue par des créanciers privés. Cela a lourdement affecté de grandes banques européennes, et notamment des banques françaises, qui ont dû encaisser des pertes significatives sur les obligations grecques qu'elles détenaient. Alors ça, c'était pour la petite histoire. Les chiffres qui sont intéressants, c'est de savoir où en est la Grèce aujourd'hui. En 2012, la dette publique grecque était autour de 305 milliards d'euros et représentait 162% du PIB. Donc si on regarde les taux auxquels emprunte la Grèce aujourd'hui, on est en dessous de 3%. On pourrait s'imaginer qu'en 2024, la situation s'est améliorée. Eh bien non, la dette grecque atteint aujourd'hui 364 milliards d'euros. Et cela représente 164% du PIB. Oui, vous avez bien entendu, la dette grecque de 2024 est plus importante que celle de 2012. Et le ratio dette sur PIB l'est également. Pourtant, les taux d'emprunt de la Grèce sont inférieurs à 3%. Voyons le cas de l'Italie. Donc, vous le savez sûrement, Silvio Berlusconi a démissionné de son poste de président du Conseil le 12 novembre 2011. En fait, cette démission a été poussée par l'augmentation démesurée des taux d'emprunt à 10 ans de l'Italie. Le 1er août 2011, le taux d'emprunt de l'Italie était de 5,5%, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Et en 3 mois, ils ont grimpé à 7% au 1er novembre 2011. Un niveau considéré comme insoutenable pour refinancer la dette du pays. C'est cette hausse brutale des taux d'intérêt qui a précipité la chute de Silvio Berlusconi. Donc, voyons maintenant les chiffres. En novembre 2011, la dette de l'Italie était de 1900 milliards d'euros. Et cela représentait 120% du PIB. En juin 2024, cette dette est de 3000 milliards d'euros et elle représente 137% du PIB. On sait que la situation est préoccupante, mais l'Italie emprunte juste au-dessus des 3% actuellement. Nous pouvons aussi regarder vite fait la crise du Portugal.
En mai 2011, le taux d'emprunt du Portugal était de 10%, et fin décembre 2011, le taux est monté jusqu'à 16%. En 2010, la dette du Portugal représentait 93% du PIB, et en 2024, elle représente 100% du PIB. Alors, je vous le dis, pour l'Espagne, on a des données similaires. En 2010, ils empruntaient autour de 6,5%, leur dette était autour de 90% du PIB, alors qu'aujourd'hui, leur dette représente plus de 105% du PIB. Alors, je dois vous donner une information qui est l'une des clés pour comprendre pourquoi les marchés aujourd'hui sont aussi cléments avec tous ces pays. En plus, cela va illustrer clairement comment fonctionnent les marchés. En 2012, le directeur de la BCE fait un coup de maître. Donc c'est Mario Draghi, en juillet 2012, déclare que la Banque Centrale Européenne rachèterait tous les titres de dette des pays qui seraient en difficulté. Cette déclaration a eu un effet psychologique immédiat sur les marchés financiers. Ça a fait non seulement baisser les taux de manière spectaculaire, mais en plus, la BCE n'a pas eu à dépenser 1 euro. Je vais vous montrer le graphique de baisse des taux de différents pays suite à cette annonce. On voit clairement les taux s'effondrer après juillet 2012. Donc on trouve l'Espagne, on le voit clairement aussi pour l'Italie, on peut le remarquer aussi pour la Grèce et pour le Portugal. Donc je vous ai mis un petit pointeur pour vous montrer la date de l'annonce par Mario Draghi. Et ensuite on voit clairement la chute des taux que ça a engendré. Alors, on peut dire rapidement pourquoi cette déclaration a eu un tel impact. Bon, tout d'abord, ça a rassuré les investisseurs, ça a totalement dissipé la crainte d'un effondrement de l'euro. Il y a eu aussi, en septembre 2012, un mécanisme qui a été introduit à la BCE permettant de soutenir les pays en difficulté. Mais pour le moment, bien que ce programme existe, il n'a pas eu besoin d'être utilisé. Alors, maintenant que nous avons vu des crises financières pour des pays qui se sont redressés, on va dire, artificiellement, nous allons continuer avec une note positive, avec des pays qui ont réellement réussi à faire des efforts et à se redresser. L'Irlande, par exemple, est passée avec une dette sur PIB de 87% en 2010 à 42% en 2024. Donc il y a eu un vrai effort de fait. L'Islande aussi a fait des efforts. Ils étaient à 70% de dette du PIB et aujourd'hui ils sont autour de 60%. Le Canada, qui avait eu une crise qui remonte un peu plus dans les années 90, où ils étaient à 67% du PIB, ont réussi à ramener leur dette en dessous des 30% du PIB en 2008. La Suède était à 70% de dette sur PIB en 1995 et est passée à 35% du PIB en 2010. L'Allemagne aussi a fait des efforts. En 2010, ils étaient à 82% du PIB. Et en 2019, avant la crise du Covid, ils étaient à 60%. Donc, il est très encourageant de s'apercevoir que certains pays ont réussi à réduire leur ratio de dette sur PIB. Pourtant, après des crises économiques majeures. Mais il est aussi intéressant de noter que malgré des efforts, certaines nations continuent de voir leur dette augmenter. Comme nous l'avons vu, actuellement, les pays qui étaient en crise en 2012 affichent des ratios de dette sur PIB en 2024 qui sont plus élevés. Ils parviennent tout simplement à financer leur dette grâce à la politique accommodante de la BCE. Cependant, l'accumulation continue de dettes sans aucune sanction pour des pays qui laissent dériver leurs finances publiques pose des questions sur la viabilité à long terme de la zone euro. D'autant plus pour ceux d'entre nous qui comprennent les mécanismes économiques et l'imbrication des politiques économiques dans des zones géographiques différentes. Il est évident que l'inflation aux États-Unis va continuer. Dans les prochaines années, cela aura un impact réel sur les taux d'emprunt des pays de la zone euro. Concrètement, ça veut dire qu'actuellement, on est en dessous des 3%. Et d'ici 2 ans, on devrait passer au-dessus des 5%. Et c'est là que pourrait apparaître une crise, car ces taux seraient sûrement insoutenables pour continuer à financer notre dette. Un dernier point, vous avez compris l'influence de Mario Draghi sur les marchés. Cet exemple illustre parfaitement le comportement des marchés financiers, qui peuvent se raisonner ou s'emballer, parfois sans justification réelle. Les marchés réagissent souvent avec des seuils symboliques, qui agissent comme des murs psychologiques. Par exemple, pour le Bitcoin, il lui a fallu un certain temps pour casser la barrière psychologique des 10 000 $. Et une fois ce seuil dépassé, il s'est enflammé jusqu'à plus de 44 000 $.
Pour la dette des États, on retrouve la même chose. Si le taux auquel emprunte la France dépasse celui de la Grèce ou de l'Italie, cela pourrait déclencher une réaction disproportionnée, entraînant une augmentation irraisonnée des taux. Donc voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine émission.